Merci pour votre fidélité d'écoute et bienvenue au premier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Nous sommes le lundi 17 avril 2023. Une fois encore, vous qui nous suivez sur la 95.5, le 3W nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Merci et bienvenue. Même s'il s'avère difficile de qualifier précisément, l'immigration clandestine s'est développée de manière constante et concerne tous les pays à travers le monde. Plusieurs milliers d'Africains périssent chaque année en Méditerranée. Quel discours pour dissuader les jeunes? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau Yao Nkounou, président du Ton de la jeunesse patriotique. Monsieur Nkounou, bonjour. Oui, bonjour à vous, Monsieur Norbert. Bonjour à tous vos collaborateurs à Nana FM ainsi qu'à tous qui nous suivent un peu partout dans le monde. Alors, les auditeurs et auditrices qui nous suivent un peu partout à travers le monde auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouadi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors aujourd'hui, quand on parle de l'immigration clandestine, on sait que tous les pays sont concernés, le Togo également. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène? Oui, d'abord, Monsieur Norbert, il faut savoir que ce phénomène est une inquiétude, c'est une grande inquiétude, mais sauf que tout n'est pas question que de constater que c'est une inquiétude, mais tout est plutôt question de saisir la gravité et le sens de cette inquiétude-là. Parce que lorsque on cerne la gravité et le sens de cette inquiétude, on réfléchirait à des solutions appropriées pour dissuader, pour pallier et pour empêcher que ces immigrations clandestines qui, la plupart du temps, causent des drames à des humains, à des êtres humains qui perdent même leur vie, etc. Nous avons vu, plus que la semaine dernière, combien de personnes, on a annoncé plus d'une centaine de personnes, un naufrage sur les côtes, je crois, tunisiennes et italiennes ou belges, je crois. Alors, bon, donc, c'est une préoccupation et ce phénomène, il faut la plupart du temps le remarquer au niveau des pays du tiers-monde. Et quand on parle des pays du tiers-monde, ma foi, il n'y a pas que l'Afrique, mais il y a aussi des pays de l'Asie, etc., même de l'Inde, vous comprenez. Alors donc, ma foi, je crois que la grande responsabilité face à cette situation incombe aux politiques. La grande responsabilité incombe aux politiques, mais également à nous de la société civile. Parce que nous ne pouvons jouer qu'un rôle de sensibilisation pour dissuader. Et permettez-moi de vous donner un exemple, pas plus que il y a à peine 2 semaines, j'étais au commissariat central. Et puis, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y a un prévenu, quelqu'un qui est arrêté, et aussi il y a un plaignant à côté. Et les faits, c'était quoi? Il y a l'un qui se plaint de ce qu'il aurait versé 3 500 000 à l'autre qui doit l'aider à avoir un visa pour l'Europe. Vous imaginez? Alors, si toi, dans ton pays, tu as une telle somme, 3 500 000, et tu ne sais quoi en faire, d'abord même cette somme, sûrement que, bon, on peut relativiser sur comment il a gagné cette somme-là. Parce que une telle somme, si tu t'es battu à la sueur de ton front pour la gagner, et puis du coup, tu penses que le meilleur investissement pour toi, c'est de le donner à quelqu'un d'autre pour qu'on te facilite l'obtention d'un visa pour aller te chercher en Occident, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème de manque de confiance en nous-mêmes. Il y a un problème fondamental. Est-ce nos environnements dans nos pays d'Afrique ou quoi au juste? Parce que vous voyez, généralement, et quand vous observez bien, ce ne sont pas des gens qui sont dans la précarité, qui sont démunis, qui se lancent dans ces aventures. Ce ne sont pas des gens qui ont faim, qui ne trouvent pas à manger, qui se lancent dans ces aventures. Mais plutôt, c'est des gens qui ont les moyens parce que pour prétendre à l'immigration clandestine, ce n'est pas gratuit. C'est de l'argent que les gens payent. C'est de l'argent qu'ils donnent à des gens qui se disent prêts à les faire passer pour avoir accès aux pays européens. Alors donc, du coup, vous voyez, il y a un problème. Alors donc, ce problème-là, il doit être réglé non seulement vis-à-vis
de ceux qui s'adonnent et prennent cette décision-là d'aller à l'immigration clandestine en donnant les moyens, mais également ceux qui se disent passeurs, ceux qui sont prêts à prendre l'argent et se disent que nous sommes prêts, etc. Donc, c'est sur les deux fronts vraiment qu'il faut vraiment travailler. Alors, bon. Maintenant, comment expliquer aujourd'hui que les adolescents, parce que pas plus que vendredi, je suivais un reportage sur France 24 où deux adolescents qui n'ont même pas encore 18 ans, qui se permettent eux aussi de fuir le Maroc pour ces pays. Comment est-ce qu'aujourd'hui ça s'explique qu'il y a des adolescents aussi qui quittent leur famille pour ces aventures? Oui, il faut comprendre qu'il y en a de ces manipulateurs, il y en a de ces manipulateurs-là qui vont à la quête des gens. Ils les dissuadent, ils leur promettent une meilleure vie, des emplois, quel emploi de domestique. Vous comprenez? Alors donc quand vous touchez du doigt cet aspect, par exemple, l'adolescent, c'est pour lui dire que bon, tu seras domestique. Et une fois en Europe, et tu gagneras bien ta vie, etc. Et puis, la plupart du temps, c'est des gens qui vendent des illusions aux gens, qui les trompent et qui naviguent sur leur naïveté, et puis et les entraînent dans ces genres d'aventures, vous comprenez. Alors donc, l'enjeu est vraiment inquiétant. Alors donc, et ma foi, je crois que même, ce n'est même pas à l'honneur de nos dirigeants africains que tout le temps qu'on parle des migrants, des Africains qui se jettent dans la mer parce que voulant aller chercher de meilleures conditions de vie en Occident, etc. Mais alors que nous crions au même moment tout le temps que c'est l'Afrique le continent le plus riche, que l'Afrique le continent le plus béni, et que ceci, nous avons tout, etc. Mais nous avons tout, mais voilà que nous n'avons pas de bonnes conditions de vie. Alors, nous n'avons pas d'épanouissement. Maintenant, quel discours pour dissuader les jeunes? Ben, écoutez, il n'y a pas qu'une question de discours. C'est pourquoi, M. Norbert, tout à l'heure, je l'avais bien précisé, que la grande responsabilité non seulement incombe aux politiques, aux dirigeants, aux gouvernants, mais également une partie pour la société civile, de sensibiliser. Mais vous ne pouvez pas parler en l'air aux gens lorsque il n'y a pas de pépinière, il n'y a pas du concret qui se réalise pour ce qui concerne les conditions qu'il faut pour assurer un épanouissement aux populations, pour créer un environnement propice à l'évolution. Et lorsque même encore dans notre Afrique, nous peinons à construire une solidarité, une acceptation mutuelle, un embrassement de manière à ce que, quoi que entreprend ton frère, tu dois t'y retrouver. Et s'il y a un apport, une appui que tu dois lui apporter pour aller encore de l'avant et le faire, nous manquons toujours de cette culture-là et nous prenons, nous nous gardons toujours en otage. Nous nous faisons toujours prisonniers de nos gains personnels, de nos intérêts personnels, etc. Et c'est ça qui nous empêche de pratiquer la bonne gouvernance, de gérer nos pays de façon appropriée, idoine, non seulement pour le pays, parce qu'il faut gérer le pays d'abord pour le pays, gérer le pays pour le peuple, et dans un environnement empreint d'idéal. Or, tout cela nous manque. Et c'est en cela que nous toujours, et encore particulièrement moi, nous notons de la jeunesse patriotique, nous disons que il s'impose à nous les Africains de nous re-questionner. Nous devons nous re-questionner, à savoir, et libérons-nous de nos illusions, arrêtons de nous mentir, re-questionnons-nous pour savoir exactement quel idéal devons-nous implémenter. Quel est le rôle que nous devons aussi jouer pour notre valorisation? C'est très important. On ne peut pas prétendre aimer son pays sans bien gouverner son pays. On ne peut pas prétendre aimer son pays sans aimer son prochain. Certes, c'est vrai que l'esprit de nation, notre caractère de nation, ce sont les Occidentaux qui nous les ont institués. Parce qu'avant, les ethnies, chaque ethnie était dans son territoire. Bon, c'est vrai aussi qu'il y a eu dans le passé, dans l'histoire antique, il y a eu des guerres de conquête, de domination, où quand une ethnie est plus forte que d'autres, il les conquiert, il les domine, et il élargit son espace. Mais depuis
que nous parlons de pays, parce que même nos pays sont pays et pas le fait des Occidentaux. Ce sont eux qui ont tracé nos frontières. Et si aujourd'hui nous disons que nous sommes une nation, ce sont eux, parce qu'en traçant les frontières, ils nous ont condamnés à rester ensemble sur un espace bien donné. Alors maintenant, comment est-ce que nous saisissons le plein sens là de ces statuts, de cette posture que nous avons aujourd'hui parlé de nation, pour comprendre que maintenant nous sommes frères et nous nous identifions autour d'une patrie, notre pays. Alors donc ceci nous incombe la responsabilité de nous accepter mutuellement, de nous respecter, de construire une certaine solidarité. Regardez les grandes nations, ils se battent, ils s'entre-déchirent, mais ils se retiennent autour toujours d'un idéal patriotique. Alors, et tout cela, avant de ça nous manque. Donner la possibilité aux auditeurs, vous l'avez si bien dit, le politique a peut-être failli. Maintenant, quelle est la responsabilité des parents? Ben, écoutez, vous savez, Monsieur Norbert, ce sont les politiques qui donnent, qui implémentent une orientation et qui donnent des directives, etc. Parce que vous savez, les parents... Alors, comment expliquer qu'un parent puisse aller vendre son terrain, donner l'argent à son enfant et lui dire, passe pas les moyens, tous les moyens pour aller en Europe. L'essentiel, c'est que tu reviennes avec quelque chose. Alors, pour vous répondre tout court, moi, j'ai toujours dit, si moi, Nukunu, je devais être un acteur engagé pour la politique, pour dire que oui, je veux avoir la conquête du pouvoir, le premier point de mon programme serait comment construire les têtes. Comment construire les têtes? Parce que, Monsieur Norbert, tout est question de tête et comment elle fonctionne. Alors maintenant, ce que vous venez de toucher du doigt, c'est ça le reflet, c'est ça la matérialisation de la déception et du manque de confiance, de foi en notre patrie, en notre pays. Ceux qui font ça, c'est des gens qui manquent de confiance en leur pays, c'est des gens qui manquent de confiance en eux, c'est des gens qui manifestent une certaine déception parce que se disant que leur pays ne leur offre pas l'environnement qui leur permet de se dire que c'est chez nous. Nous devons nous battre pour nous, nous devons nous construire pour nous valoriser. Non, il y a une déception et donc du coup, on pense que c'est ailleurs qui est meilleur. Et il y a tellement de causes, il y a des causes profondes, même la politique elle-même a tellement créé des déchirements, des divisions, des dysfonctionnements, etc. qui font que, il y a beaucoup de citoyens qui perdent confiance en leur pays et donc ils s'aventurent dans des démarches multiformes. Il n'y a pas que aller vendre un terrain pour dire que je vais envoyer mon fils se chercher en Europe. Mais il y a aussi l'autre côté, M. Norbert. Et ces immigrants, c'est vrai que l'immigration même en soi, c'est tout à fait normal. C'est de la nature normale des êtres humains, des hommes. Mais cette immigration, elle doit se passer, si elle se passe dans des normes, je dois dire conventionnelles, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ce sont ces immigrations clandestines qui causent des vies humaines, des pertes de vies humaines, qui causent des drames. C'est celle-là qui est vraiment dramatique. Alors donc, du coup, je crois toujours que, vous savez, ce n'est pas seulement qu'une responsabilité des parents, parce que vous savez, les parents sont limités dans leur espace, dans leur maison, dans leur concession. Mais c'est au plus haut sommet, c'est la politique. La grande responsabilité incombe à la politique. Donc, les politiques doivent faire montre de tellement de clairvoyance, d'inspiration, de motivation, d'innovation pour ce qui concerne leur pays, pour ce qui concerne l'environnement qu'ils entretiennent, qu'ils comptent instaurer dans le pays pour les citoyens, l'épanouissement des citoyens, etc. Alors, quel discours pour dissuader les jeunes qui partent pour l'immigration clandestine? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Les auditeurs maintenant la possibilité sur nos deux numéros, 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la pause. 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Quel discours pour dissuader les jeunes qui partent pour l'immigration clandestine? Nous avons un premier auditeur en ligne. Alain FM, allô? Oui, Pélé, bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour. Je pense que ce thème-là est très important. Là où moi je vais le situer, c'est sur le plan politique, comme l'a dit l'actualité, et sur le plan moral. Je prends le plan moral, c'est au niveau des citoyens ou des parents qui vont accepter actuellement 3 millions, 4 millions, même 2 millions, à des enfants
de voyager alors que nous avons des services. Si vous voyez ça, je ne sais pas si nous n'avons pas d'exception ou bien d'autres moyens pour gagner de l'argent avec le guerre. Donc, sur le plan politique, si je prends deux pays, par exemple, la Côte d'Ivoire et la Libye, ces pays-là, je ne sais pas combien à l'époque les citoyens ou les Libyens vont aller dans les autres pays. Ce n'est pas la politique qui a chassé le président. Si je prends même le Togo, c'est-à-dire quand on parle de la politique, il faut comprendre que nous avons des décisions qui sont là. Il faut que les décisions soient fortes et que les autres. Si les décisions ne sont pas Notre auditeur peut nous revenir. 80 09 71 71 Nana FM, allô? Allô. Oui. Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Alors, selon vous, quel discours pour dissuader ces jeunes? Bon, je crois qu'il n'y a pas une formule magique. Tout de suite, mais seulement qu'il faut corriger deux choses. La première chose, c'est le système éducatif. Il y a un formatage de nos jeunes. Parce que le concept d'aller à l'école, c'est de trouver un travail, d'avoir un diplôme et de trouver un travail chez quelqu'un ou quelque part. Ce concept n'a pas encore changé chez les parents. Donc les gens poussent toujours leurs enfants à aller dans ce sens-là. Et quand c'est comme ça, mais le mythe de l'Europe, vous-même vous voyez, quand je vais aller là-bas, c'est comme si l'argent tombe des arbres. Donc il y a le mythe éducatif qu'il faut déconstruire. Le second aspect, c'est l'aspect politique que notre invité l'a dit. Franchement, vous allez voir aujourd'hui qu'une partie de la jeunesse est bloquée tout simplement parce qu'on se dit que le système en place ne fonctionne pas très bien. Vous allez voir que lorsqu'il y a la rotation, il y a l'alternance, ça peut débloquer beaucoup de choses. Ce n'est même pas leur trouver du travail, mais les gens vont se sentir dans une autre atmosphère et vous allez voir qu'il y a le génie de certains qui vont déclencher. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on demande à ce que qu'il y ait cette histoire d'alternance. Et pour finir, vous voyez, comme vous voyez les Chinois, c'est le parti unique, mais tout ce qu'on consacre pour le pays. Chez nous, ici, vous allez voir qu'un parent même dit, vous voulez aller là-bas, vous connaissez qui? Est-ce qu'il faut connaître quelqu'un avant d'avoir des avantages ou bien ce qui vous revient de voir en tant que citoyen dans un pays? Non, mais c'est comme ça que notre pays fonctionne. Et donc, il faut corriger tous ces aspects-là et vous allez voir que les jeunes se sentiront plus en confiance. Moi, c'est ce que je vois. Parce que franchement, c'est un drame que la jeunesse, les gens se rendent compte qu'ils dépensent ici beaucoup. Ils se retrouvent de l'autre côté et finalement, là-bas, c'est seulement de la mer à boire. Merci. Merci et bonne journée à vous aussi, Michel. 91 09 71 71 Nana FM, allô? Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, bonjour. Non, il a plu. Bonjour, Papa Sibiti. Merci pour votre fait. Vous voyez, monsieur Nkoulou, le président, parlait de la gouvernance. Ce matin, je ne peux pas sortir parce que venez voir. Si les gens géraient, il faut bien gérer. Le ministre est le président, le premier ministre est là, venez voir. Donc, pour vraiment le thème, je ne sais quand est-ce qu'ils viendront s'occuper de moi. Alors que moi, la politique pour le gouvernement, pour tous, je vous la politique, même M. Nkoulou. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est le gouvernement. Vous allez avancer des milliards. Vous allez mourir. Ces milliards ne vont pas servir. Monsieur Nkoulou, mais il faut vraiment voir que les gens voient ça. C'est le cœur. Moi, je ne parle pas de la tête. C'est le cœur d'abord. Maintenant, ce n'est pas une question de M. Nkoulou a parlé. Ce n'est pas une question des adolescents. Même les grands, qui va voir un docteur aujourd'hui, un ingénieur, il va abandonner son travail ici, bien qu'il soit applaudi, apprécié. Il va aller aux États-Unis devenir complice. Les gens ont le mythe de l'Europe, ceux qui vendent leur terrain là. Mais il dit que la fin de celui-ci est allée contre le bien. Regardez pour le football aujourd'hui. Dans chaque maison, le petit de 4 ans, on lui achète des bouddhas, un ballon pour qu'il devienne à débat. C'est ça, monsieur mon président. Faites ce que vous pouvez faire
pour que le gouvernement, il change, qu'il sache qu'il y a la mort. Si vous avez amassé des milliards, vous allez partir les milliards. Donnez ça aux gens pour qu'on dise, grâce à M. Lukoulou, cet enfant-là, vous pouvez connaître les gens. Si vous connaissez quelqu'un comme l'a dit M. Michel, c'est vrai, vous pouvez comme même si celui-là est mauvais, il peut être le point ministre, il ne va pas t'aider. Merci. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 80 09 71 71, quel discours pour dissuader les jeunes qui partent pour l'immigration clandestine? Alain Femalo? Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Garo. Monsieur Garo, comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, votre invité n'a pas tort. Mais ce que moi je vois, regardez au village, ils vendent des terres pour vous acheter des médias. Mais au lieu de le média doit les sauver pour rentrer dans l'agriculture. Oui, mais c'est grave. Vendre le terrain pour venir à l'ONU, payer des médias. Et de ce côté, au lieu de faire des tracteurs, merci à vous aussi, Monsieur Garo. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Quel discours pour dissuader les jeunes qui partent pour l'immigration clandestine sans avenir? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Nous avons notre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Monsieur Jean. Monsieur Jean. C'est la première fois que moi je fais dans l'émission. Alors, Monsieur Jean, est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. C'est la première fois que moi j'interviens dans votre émission. Merci beaucoup. Et ce que vous avez mis sur le tapis ce matin, c'est très intéressant. Regardez, le gouvernement fait de bonnes choses. Mais regardez, la jeunesse est en train de fuir, même jusqu'aux personnes âgées, comme vient de le dire M. Sibiti. Supposons un parent qui vient de mettre son enfant à l'école, il finit, même pour lui trouver du boulot, c'est un problème. Mais ce dernier sera encore à la maison, se fait nourrir par ses parents. Par contre, tu vois ces amis qui ont des parents dans le gouvernement, tout ça là, eux ils sont à l'aise, ils évoluent comme cela se doit. Aujourd'hui, bon nombre de personnes quittent le pays. Pourquoi? Affaire de dette, affaire de faim. Comment un pays dans lequel on vit, un étranger viendra acheter nos terrains? Quel Togolais pourra aller au Mali ou bien en Inde, par exemple, aller acheter des terrains? Jamais. Moi, je tiens à féliciter tout d'abord le gouvernement. Ils font de leur mieux. Mais il va falloir qu'on revoie encore le système. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Aujourd'hui, quand vous allez dans les pays limitrophes, on peut dire qu'ils sont un peu plus à l'aise par rapport à nous. Merci beaucoup à M. Jean qui nous a appelé pour la première fois. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Madame ici, comment allez-vous? Alors, selon vous, quel discours pour dissuader aujourd'hui les jeunes? Selon vous, quel discours pour dissuader ces jeunes qui partent pour l'immigration clandestine sans lendemain? Oui, je qui partent pour l'immigration qui partent chez eux. On a détruit leur pays, il n'y a rien, ils n'ont plus de faire. Ils sont obligés de mourir en mer. Et ce qu'il y a, c'est que ça ne fait rien au gouvernement d'Afrique. Le gouvernement, c'est là. En fait, Madame ici, d'accord, merci beaucoup à vous. Bon, je pense que maintenant on va donner l'opportunité à l'invité de répondre. Alors, Papa Sibiti qui a soulevé un problème pertinent et le professeur Iwateba en effet a entre-temps où des universitaires, des docteurs, des ingénieurs après leur soutenance ici ou encore certains étudiants que l'université envoie se faire former en Europe ou dans d'autres pays pour revenir construire leur pays, qui préfèrent rester là-bas, alors que c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du pays qui a servi à leur formation. Oui, écoutez, monsieur Nobel, vous savez, il n'y a pas que ceux qu'on envoie en formation. Hein.
il y a également, j'ai connu des gens qui étaient des agents de banque ici, mais qui ont abandonné leur travail pour partir en Occident, aux États-Unis, etc. Mais quand ils vont, et attendez-vous bien, ce n'est pas qu'ils iront reprendre un poste pareil, non. Mais ils vont devenir des ouvriers, soit balayeurs de rue, ou soit faire les plonges dans un restaurant, ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y a une certaine... il y a une réalité, et ça, je veux dire, il y a une grande disparité entre les niveaux des Occidentaux et notre niveau ici. Et là, vous verrez. Et aussi, vous savez, j'insiste encore sur la politique, M. Norbert. J'insiste encore. Quelle est la nature de politique que nous déployons dans nos États africains? Parce que généralement, quand vous voyez un Africain aller faire ses études en Occident, tout son palmarès, quand il revient, c'est de se glorifier. Ah ben moi, j'ai fait l'université de Harvard, j'ai fait ça, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Pour brandir que moi je l'ai fait, j'ai fait Sorbonne, etc. Donc j'ai un diplôme, et puis ça s'arrête là. Mais au même moment, vous savez, les Chinois ont été dans les mêmes conditions que nous. Quand la Chine aussi envoyait ses fils en Occident pour aller faire les études, quand ils vont, quand ils reviennent, il y a des conditions qui sont créées dans leur pays de manière à ce que ce qu'il aurait été apprendre là-bas, il revient, il le partage avec un grand nombre. Et dans ça, en même temps, ils réfléchissent à comment améliorer, d'abord comment bien appliquer ce qu'ils ont appris là-bas en Occident, et maintenant, comment l'améliorer, comment innover, etc. Donc, c'est pourquoi je le dis, j'insiste que tout est question de mentalité de tête. Papa Sibiti a parlé de cœur, non. Le cœur, c'est les sentiments. Et ce sont les sentiments parfois qui nous conduisent dans des dérives. Quand on parle de les gens qui vont mourir, c'est des sentiments qui leur donnent un espoir. Mais quand la tête, elle est mûrie, elle sait ce qu'elle veut, c'est mieux vaut que la tête contrôle le cœur que vous laissez votre cœur contrôler votre tête. Parce que si vous voulez laisser votre cœur contrôler votre tête, là c'est grave, c'est vraiment dramatique. Parce qu'il suffit que votre cœur exprime un ressentiment. Alors si c'est la tête qui doit être soumise, ça peut vous amener à commettre des drames. Et généralement, c'est ce qui se passe avec nous les Africains. Nous sommes trop émotionnels. Nous nous laissons trop guider par nos cœurs, etc. Or, c'est la tête que nous devons construire. C'est nos têtes que nous devons bouger. C'est très important. Alors, quand Michel et Papa Sibiti ou encore Monsieur Jean qui nous a appelé pour la première fois pensent qu'il faut combattre surtout le médefrérisme dans notre pays. Bon, écoutez, le médefrérisme en question, c'est ça l'aspect égoïste. L'aspect d'individualité, c'est-à-dire que, bon, on se retrouve parce que nous sommes ensemble et donc du coup, il n'y a que nous, etc. Non, nous devons, oui, exactement, nous devons sortir de toutes ces mentalités-là et aller vers la consolidation, la construction d'une véritable nation. Et ça, cette responsabilité incombe également aussi aux formations politiques parce que ce médefrérisme-là, on ne le voit pas que non seulement dans l'administration, mais avec une formation politique, mais on le voit également avec des partis politiques. Et même le médefrérisme même a pris naissance quand il n'avait pas le médefrérisme chez nous au Togo, mais c'est avec l'avènement, surtout la grève générale limitée, c'est ça qui a été la porte ouverte, qui a donné naissance, etc. C'est ça même qui a donné un coup dur à notre administration, à la qualité de notre administration, etc. Donc ça fait que des manœuvres politiques, etc., qui ont beaucoup mis à genoux notre pays, qui ont beaucoup mis à genoux, mis en mal ce peuple togolais, et nous les Togolais. Et donc, ma foi, je crois que pour corriger cela, il faut une politique. Il faut que des leaders clairvoyants, que les leaders se dotent d'une certaine clairvoyance, d'une certaine inspiration, d'un patriotisme. Le patriotisme, c'est le soubassement. Parce que quand c'est votre pays qui est au cœur, au centre de toutes vos préoccupations, toutes vos actions, etc., vous comprendrez que avec aisance, vous pourriez développer des idées, des solutions, des approches de solutions pour le pays. Écoutez, même ce matin, quand vous passez devant des lions, il y a une rétention d'eau là-bas, mais finalement, quand vous passez, c'est tellement, la route est remplie d'eau. Mais qu'est-ce qui a été fait comme travail au juste? Alors, quand Michel pense qu'aujourd'hui, il faut revoir le système éducatif.
Parce que pour lui, aujourd'hui, le Togolais a toujours cette mentalité où il faut aller à l'école, travailler sous la responsabilité de quelqu'un d'autre. Non, tout ça là, vous savez, ce sont des décisions et ce sont des responsabilités politiques. Hein. C'est la politique. Et même, oui, c'est vrai, mais on ne peut pas s'en passer d'aller à l'école. Voilà. Et dites-moi un pays dans ce monde où il n'y a pas la scolarisation, il n'y a pas les études académiques, universitaires, etc. Non, on doit aller à l'école. Maintenant, sous quelle forme, hein, sous quelle forme par rapport à nos réalités, etc., dans quel fonctionnement, hein, est-ce que nous devons faire preuve d'imagination pour adapter à nos réalités, etc., hein, voilà, et comment essayer de réaménager, de réajuster certaines choses. Sinon, aller à l'école, c'est tout à fait normal. Et il y a des gens aussi qui, dans leur, comment dirais-je, dans leur nature, hein, ils ont la bourre pour faire les études, etc., mais c'est-à-dire que tout ne doit pas être limité aux gens, c'est-à-dire que, ah oui, j'ai été à l'école, j'ai accumulé le diplôme et point barre. Il y a des gens qui sont de grands diplômés, mais qui sont incapables de bouger leur tête pour innover, pour apporter des solutions, etc. Ils vous brandissent seulement les diplômes. Ah que oui, je suis diplômé de ceci, cela. Non, il y a tellement de choses, mais je vous dis encore et toujours que la grande responsabilité face à toutes ces difficultés que nous vivons, que nous subissons, hein, que nous traversons, incombe aux dirigeants. Il faut que les dirigeants fassent montre de clairvoyance. Et je ne vais pas me priver de donner cet exemple-là. Regardez un peu au Bénin, le président Talon, quand il est arrivé. Mais nous l'avons suivi. Non seulement qu'il n'a pas été muet sur ces différentes initiatives, il a toujours communiqué, mais il a attaqué le côté corruption. Et à quel niveau? D'abord, au plus haut de l'État. C'est-à-dire que ces ministres-là, qui non seulement leurs salaires est là, leurs salaires sont là, mais ils créent des manœuvres, des subterfuges d'indemnité pour gonfler. Il y en a qui on parle de dotation de combien de bons d'essence, et tel, etc. Non, il a corrigé tout ça. Et il le fait pourquoi? Il ne le fait pas pour lui. Il le fait parce que le pays en a besoin. Alors donc, si les Blancs nous donnent des leçons de bonne gouvernance, et toujours nous voulons critiquer les Blancs, et que non, les programmes d'ajustement structurel, ceci, cela, tout ça là, c'est des fuites en avant. Alors que nous restons incapables de gérer notre pays, de rendre compte, de nous assurer que lorsque nous avons un projet et qu'il y a des fonds qui sont alloués pour ce projet, il faut faire usage de ce fonds dans les normes qu'il faut, et il faut rendre compte, et il faut s'assurer, etc. Et pour finir, permettez-moi de vous donner un exemple. Vous savez ce qui s'est passé en Antioquie? Dernièrement, quand il y a eu ce tremblement de terre et ces immeubles qui sont effondrés, mais après, quand ils ont fait les études, ils ont découvert que ceux qui ont été les maîtres d'ouvrage de ces immeubles-là, les normes qu'ils devaient observer n'ont pas été observées. Les gens ont plutôt, parce qu'il paraît que ces bâtiments, ils devaient utiliser des ressorts puissants. Mais à défaut, ils sont allés mettre des pneus. Tout simplement parce qu'ils ont l'intention de détourner de l'argent pour se garder de l'argent en poche. Mais je vous dis que tous ceux-là qui ont été impliqués dans ces ouvrages et qui a conduit la mort de ces, ils ont été fusillés. Moi, j'ai vu la vidéo. Un à un, tout ça, le maître d'ouvrage, l'entrepreneur avec ses techniciens, ses ingénieurs, tout ça, ils ont été exécutés de la même manière où cet immeuble qui se sont effondrés a causé la vie de beaucoup de leurs compatriotes. Eux aussi, parce qu'ils ont été à l'origine. Alors donc, Monsieur Gado pense qu'aujourd'hui, il fait la même constat qu'aujourd'hui, des jeunes vendent leur terre au village pour venir acheter des motos pour faire ses missions. Oui, mais comprenez par là que c'est ça. Quand, je peux avoir mon appartement, je peux gagner. Et aussi, il y a aussi autre chose qui joue également. Et surtout, les gens se disent que quand je travaille, hein, il y a la monnaie. Quand je travaille et que je fais des économies là-bas et que je ramène ici, ça me fera avoir beaucoup d'argent. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Bon, mais toujours est-il que lorsque dans nos pays, nous savons comment appliquer la bonne gouvernance, rendre des comptes, nous assurer que les projets sont conduits dans les normes et de façon patriotique, digne qu'il faut, je crois ma foi que tous ces paramètres-là ne constitueraient plus d'arguments, de mobiles pour les gens de fuite. Parce que tout ça, ce sont des fuites. Parce que je vous dis, monsieur Nobel, lorsque vous prenez la décision de partir vous chercher en Occident, ça c'est que quand les gens partent, c'est pour toujours. Hein.
il est très... C'est vrai, il peut y avoir les vacances, les gens peuvent revenir faire 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, puis repartir. Mais si vous faites le ratio entre ceux qui partent et qui ne peuvent plus revenir vivre dans leur pays définitivement, et ceux qui peuvent éventuellement revenir, le ratio est très insignifiant. Donc c'est vraiment une fuite. Hein? C'est vraiment une fuite, hein, auquel nous faisons face. Hein? C'est vraiment une fuite. Et donc, vous comprenez, il n'y a pas qu'une question de discours, M. Nobel. Ce n'est pas une question de discours, mais c'est du concret. Voilà, c'est des actes, c'est des réalisations pour dissuader, pour rassurer et pour donner la confiance. Et ma foi, pour terminer, vous savez, ce n'est pour rien qu'en Occident, ils ont institué le service militaire obligatoire à l'âge de 18 ans. Ce n'est pour rien qu'ils ont institué le service militaire obligatoire. Parce que cela permet d'entretenir ces citoyens-là sur la notion de patriotisme, hein, etc., de nation, etc., leur responsabilité vis-à-vis de leur pays, etc. Bon, maintenant, nous, chez nous, ici, non, mais... Alors, quand M. Pélé pense qu'aujourd'hui, au-delà de la politique, il faut conscientiser les parents aussi, ceux surtout qui vont vendre leurs biens pour donner l'argent aux enfants, d'aller passer par tous les moyens pour aller réussir en Occident. Oui, mais M. Nobel, quand vous allez sensibiliser, conscientiser, mais au même moment, la personne ne trouve pas satisfaction à ce qui la pousse à prendre une telle décision, la condition de vie de la personne demeure ainsi, et l'environnement demeure ainsi. Vous voulez quoi? Vous allez beau parler, mais s'il n'y a pas quelque chose qui accompagne, quelque chose qui rassure, quelque chose qui donne de l'assurance, mais ce serait du travail vain que vous faites. Alors donc, c'est pourquoi il n'y a pas que les paroles, il n'y a pas que le discours, mais il faut du concret. Et ce concret incombe plus à la responsabilité des dirigeants. Donc il faut pertinemment, absolument en prendre conscience. Alors si vous avez un message à l'endroit surtout de cette jeunesse. Bon, écoutez, à l'endroit de cette jeunesse, d'abord de prendre la responsabilité, parce que cette jeunesse aussi, elle se laisse trop vulnérable aux manipulateurs politiques. Hein. Et vous comprenez, vous savez, en Occident, et quand les gens se lèvent pour suivre une formation politique ou pour voter pour un acteur politique, ils savent le pourquoi, hein, ils font le choix politique, ils font le choix de voter pour tel. Et c'est en fonction des idées, hein, que tel acteur politique développe, etc., pour le pays, pour le peuple. Bon, mais nous n'en sommes pas encore à cette culture. Nous sommes toujours vulnérables aux manipulations, etc. Nous sommes vulnérables à des petits objets, etc. Et donc, ma foi, je crois que, et vous savez, nous devons prendre conscience que nous devons construire notre nation, nous devons construire notre qualité, nous devons construire notre valorisation, et ceci incombe à tous. Donc, il faut réellement que les acteurs politiques prennent conscience. D'abord, il revient aux acteurs politiques de prendre conscience, de sortir, hein, de ces carcans-là, de sortir de ces emprisonnements, parce qu'ils sont sous, c'est de l'aveuglement. Ils se croient jouer aux importants, etc. Mais il n'y a pas d'important quand vous n'êtes pas capable de développer de bonnes idées pour votre pays, d'assurer de bonnes conditions de vie, d'épanouissement et des populations, de construire notre valorisation, notre qualité d'homme, de peuple, etc. Cette responsabilité les incombe. Alors ils doivent en prendre conscience que de toujours rester calqués sur leur intérêt personnel, sur leur intérêt égoïste, etc. Parce que c'est tout cela qui nous maintient, qui nous retient, qui nous empêche d'aller de l'avant, qui nous empêche de l'évolution. Alors, il y a un auditeur qui m'avait envoyé une question pour vous. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Les élections législatives, ça vous allez répondre en 30 secondes, les élections législatives qui arrivent. Est-ce que votre mouvement sera présent? Oui, Monsieur Nobel, vous savez, une élection, ce n'est pas avec de l'improvisation qu'on aborde une élection. Une élection, ça se prépare, et vous savez que avec l'avènement de Covid en 2020, il y a eu beaucoup de structures, y compris notre pont de la jeunesse patriotique, qui
se sont vus privés de fonctionnement, etc. Alors donc c'est maintenant que nous reprenons de l'action. Vous avez vu notre sortie l'autre semaine à travers pour nous prononcer sur la gestion des fonds, le rapport de la Cour des comptes, etc. Et nous comptons encore continuer des actions. Mais une élection, ça demande de préparer, de se préparer en amont. Et donc on n'improvise pas, on ne se lance pas pour participer à une élection non pas parce que nous sommes contre les élections, non, mais en amont, une élection, ça se prépare et ça requiert des moyens. Il faut mettre des moyens, etc., moyens en ressources humaines, moyens matériels, moyens financiers, etc. Et donc, ma foi, je crois que au regard de la date, bon, si c'est que ce sont des élections qui allaient encore tenir jusqu'à l'année prochaine, nous pourrons dire que, ok, maintenant que nous reprenons de l'activité, nous allons essayer de préparer le terrain, mais là, c'est tout proche et ma foi, je crois que ce n'est pas évident que notre mouvement en indépendance s'implique dans ces échéances électorales qui s'annoncent. Merci beaucoup à M. Yahweh Klonokuno, président du Ton de la jeunesse patriotique. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci également à Stan Teko pour la mise en onde. Merci à Maïmouna Hassan derrière la caméra pour la page YouTube. Je suis Norbert Douali. Bonne suite de nos programmes.